IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir un peu particulier ce soir. Nous allons parler de cartes dévitalisées par l'État, choisir son médecin. Il semblerait que ça soit fini. On a pour en parler le docteur Jean-François Damour, médecin vasculaire à la clinique Claude Bernard d'Hermont, et il va nous parler de cette future carte dévitalisée, ou tout du moins des projets de l'État pour la sécurité sociale. Voilà. Ça. C'est-à-dire que l'opération est née du fait qu'il y a une loi qui s'appelle, entre autres, la loi de santé 2015, qui a été votée en décembre 2015. C'était le début de l'état d'urgence. Et donc cette loi a été votée contre l'avis des sénateurs. C'était donc en décembre, ça devait être le 15 ou le 17 décembre 2015. Et cette loi, heureusement, actuellement n'est pas appliquée, mais si elle l'était, ça serait une catastrophe. Donc le mécanisme, il est simple à comprendre, ça serait un désengagement de la sécurité sociale au profit des assurances privées. Ce qui veut dire que le principe fondateur de notre système de santé actuel, c'est la solidarité entre les Français pour la santé. Et les Français, à juste titre, ils sont très attachés. Donc le principe, c'est que nos cotisations sont proportionnelles à nos revenus. Et avec cette loi de santé, c'est ce principe financier qui s'appliquerait, c'est-à-dire que plus on est malade ou plus on est à risque d'être malade, et plus les cotisations vont être élevées. On est âgé aussi peut-être. Voilà, tout à fait. Ça c'est déjà le cas des mutuelles. Voilà, alors les patients qui sont à la retraite, eux ils sont frappés particulièrement puisque quand on est à la retraite déjà les revenus diminuent. En revanche, les cotisations pour la sécurité sociale diminuent également puisqu'on est dans un système solidaire. En revanche, tout ce qui est partie mutuelle déjà actuellement, ça flambe puisque les retraités par définition, vu leur âge, ils sont plus à risque d'être malades si déjà ils n'ont pas été atteints par la maladie. Donc, en gros, on arriverait à une médecine à l'américaine où vous avez quand même 40% de la population qui n'a pas accès aux soins faute de moyens financiers. Et puis ceux qui ont la chance de pouvoir être pris en charge, le système américain, on ne l'envie pas du tout en tant que patient, parce que là je vous parle en tant que patient, puisque nous en France, on a le droit de choisir son soignant, que ce soit son médecin traitant, son spécialiste, son dentiste, son kiné, son chirurgien. On choisit si on veut être opéré donc à l'hôpital, en clinique, enfin on fait ce qu'on veut. Alors que là, c'est un système extrêmement contraignant, dit de réseau, qui d'ailleurs existe déjà pour un certain nombre de choses, et justement pour les mutuelles, notamment pour l'optique. Et donc ce système fait qu'en fonction de l'assurance auprès de laquelle on aura souscrit un contrat, l'assurance va nous donner une liste et nous dira, voilà, il faut aller voir tel médecin généraliste, tel spécialiste, se faire opérer à tel endroit, aller voir tel dentiste, etc. Ce qui fait que c'est un système très contraignant. Et si on refuse d'aller chez le praticien qui nous est indiqué par la mutuelle ou par l'assurance santé, ça sera possible, mais dans ce cas-là, on ne sera pas remboursé. Un peu comme les génériques. Voilà, alors les génériques, c'est aussi un autre problème que vous faites bien d'évoquer, parce que ça, c'est un problème grave, parce que les génériques, contrairement à ce qui est parfois dit, les génériques n'ont pas la même action que les médicaments qui sont copiés. Il y a une preuve d'ailleurs qui est simple qui a été faite grâce aux épileptiques. Vous donnez un générique à un épileptique, il fait une crise d'épilepsie. Donc c'est quand même difficile de dire que le générique a la même action. Alors donc la sécurité sociale a quand même fini par l'admettre. Donc actuellement les génériques n'existent plus pour l'épilepsie. En revanche, il existe pratiquement pour toutes les autres molécules qui sont commercialisées depuis un certain nombre d'années. Et donc le problème des génériques, c'est qu'en effet, donc la molécule active est pratiquement la même que celle des médicaments copiés. Le problème, c'est que les excipients, c'est-à-dire ce qui enrobe la molécule active, donc les excipients, ils sont utiles notamment pour absorber le médicament. Et ça, on n'est pas obligé de le marquer dans la formule, tout ce qui est... Voilà. Et donc du coup, on se retrouve avec des médicaments qui sont différents puisqu'il y a une interaction qui existe entre la molécule active et les excipients.
On a le cas du lévothyrox aussi. Alors le lévothyrox aussi, en effet, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'en gros le lévothyrox, c'est en effet un peu la même question que celle des génériques, et ça a donné beaucoup de soucis aux patients. Donc en gros, il y avait à peu près environ 30% des patients qui ont eu des effets secondaires très, très importants. Alors, on en revient au fait que donc avec ces mutuelles, ce ne sera plus le malade qui choisira son médecin, mais que ce sera donc les mutuelles qui donneront une liste. Mais que disent les médecins de ça? Parce que les médecins comment vous pourrez, vous, être considéré comme étant sur la bonne liste? Alors, si vous voulez, les listes, ça sera très simple, hein, c'est les mutuelles ou les assurances privées qui signeront donc des contrats avec les médecins et avec les soignants. Quand je vous dis médecin, ça peut être le kiné, l'infirmière, enfin tous les soignants. Ce qui fait que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une perte de choix, et la relation humaine en médecine est extrêmement importante, puisqu'on a montré que il y a des études qui ont été faites qui ont montré que si le médecin donnait par exemple un médicament auquel il croyait beaucoup, les résultats sur le patient étaient bien meilleurs que si le patient prescrivait un médicament auquel il ne croyait pas. Ouais. Et donc le patient a besoin de se sentir en confiance, et puis le professionnel de la santé également a besoin donc de cette confiance du patient s'il veut pouvoir les prendre en charge correctement. Alors on va quand même s'arrêter là-dessus. Donc le patient va choisir un médecin qui sera qui sera choisi, voilà, donc c'est pas le patient en effet qui choisira. Qui sera choisi par une mutuelle. Cette mutuelle, est-ce qu'elle va pas imposer au médecin le fait de ne pas lui coûter trop cher, le fait qu'il ne prescrive pas trop, ou le fait qu'il ne prescrive que des choses qui seront mises en place par les laboratoires derrière, c'est-à-dire que le médecin ne sera pas obligé de changer son traitement. C'est une question tout à fait vraie, puisque les médecins n'auront plus le choix. Il y aura des primes qui les encourageront donc à faire des économies sur leurs patients. Ils ne pourront pas prescrire les molécules qu'ils voudront, donc le médecin n'aura pas les mains libres pour justement prendre en charge son patient au maximum des possibilités offertes par la science actuelle qui progresse beaucoup. Il y a le problème également des molécules innovantes qui vont arriver sur le marché, qui seront extrêmement efficaces. Le problème, c'est qu'elles sont également extrêmement chères. Oui. Donc, et qui va financer ça alors? Les mutuelles ou la Sécu? Justement, le problème, c'est que il y a certaines molécules innovantes actuellement qui sont très efficaces et qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc, le malade qui a les moyens de se traiter peut se traiter à condition de payer, c'est ça? Tout à fait. Donc ça sera une médecine qui sera réservée aux riches, puisque comme on disait, c'est le modèle à l'américaine, où vous avez quand même 40% de la population donc qui n'a pas accès aux soins. Aux USA, vous avez un cancer si vous n'avez pas la couverture sociale suffisante, et que vous avez la chance d'avoir une maison, vous vendez votre maison pour pouvoir vous payer vos soins. J'ai l'exemple d'un patient qui me parlait de sa belle-sœur qui vivait au Canada. Donc sa belle-sœur était française, mais elle dépendait du système canadien avec justement un système de mutuelle. Et donc elle a fait un cancer du sein et elle a envoyé son dossier à l'assurance privée en lui disant « Voilà, j'ai un cancer du sein, je voudrais être prise en charge ». Donc on lui a répondu que c'était pas possible, que c'était un traitement qui coûtait beaucoup trop cher. Donc du coup elle est venue en France. Mais c'est elle qui a financé tous ses soins, et donc ça lui est revenu quand même à 150 000 euros. Donc vous n'avez pas beaucoup de Français qui ont 150 000 euros qui attendent dans la poche pour pouvoir être pris en charge. C'est-à-dire que le cancer, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, la preuve, en effet, c'est des sommes très importantes, d'où l'importance d'avoir un système solidaire, parce qu'actuellement, il faut savoir que notre système de santé s'est fortement dégradé, puisque en 2000, on était le meilleur système de soins au monde, et que actuellement, le dernier classement de l'OMS, qui date d'il y a quelques mois, nous met au 24e rang. On est même passé derrière l'Espagne, alors en sachant que ces chiffres, si vous voulez, c'est des chiffres globaux, parce que si on raisonne uniquement en tant que patient, en tant que prise en charge individuelle, on est le pays du monde où l'accès aux soins est encore le meilleur. Pour l'instant, tout à fait. Donc là, on est à plus de 95% d'accès aux soins, et le reste à charge pour les patients est encore le plus faible du monde. En revanche, on est très mauvais sur la médecine publique, sur la prévention, et c'est pour ça que nous avons reculé dans le classement.
Et donc, ça fait plus de 15 ans que notre système de santé se dégrade. Et donc, le mécanisme, il est le même que celui évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les assurances privées, les mutuelles privées, prennent de plus en plus d'importance, puisque en 15 ans, leur chiffre d'affaires donc a doublé. Et en 2016, donc leur chiffre d'affaires s'est élevé à 36 milliards d'euros, ce qui est énorme. Et avec la loi de santé, progressivement, ça serait les assurances privées qui géreraient l'ensemble des remboursements des soins. Alors ça ne va pas se faire brutalement, mais ça va se faire progressivement. Donc ça a commencé déjà il y a plus de 15 ans à se faire progressivement, mais avec la loi de santé, ça se ferait de façon très brutale. Alors ils sont bénéficiaires, ils ne sont pas déficitaires. Par définition, les assurances privées sont bénéficiaires. Alors il y a une différence. Il y a les assurances privées qui sont des entreprises qui sont faites bien sûr pour faire des bénéfices, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez des mutuelles, mais vous avez les vraies et les fausses mutuelles. C'est-à-dire que vous avez des mutuelles qui s'appellent mutuelles, qui en réalité sont des assurances, qui sont là pour faire des bénéfices. Et puis vous avez quelques rares vraies mutuelles, qui sont des organismes en général qui ne sont pas de très grande taille, et dont l'objectif est de faire profiter de leurs bénéfices leurs adhérents, et non pas leurs clients, comme ils le disent. Alors la situation n'est pas aussi tranchée que ça, mais enfin, les mutuelles ont quand même un souci du bien-être de leurs adhérents. Oui, c'était la base du départ des mutuelles. D'ailleurs, je pense qu'à un moment, elles ont été plus ou moins sur la sellette, et ces vieilles mutuelles, comme vous le dites, par rapport à Médéric et toutes ces grosses structures qui sont arrivées depuis, avaient presque des problèmes pour continuer à exister. Tout à fait, oui. Ça, je parle de ça il y a 5-6 ans. C'est-à-dire, on voulait... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le problème, c'est que les assurances privées ou les mutuelles ont des coûts de fonctionnement qui sont très importants. Alors on dit que la sécurité sociale est mal gérée. La sécurité sociale, les coûts, c'est 4% du budget, alors que les assurances privées et les mutuelles, c'est entre 20 et 25% du budget, en sachant que pour les assurances, ils doivent faire un bénéfice, donc se rajoute encore 4 à 5%. Donc on arrive en gros à entre 24 et 30% des sommes de frais. C'est-à-dire que quand vous versez 100 € à la sécurité sociale, il reste 96 € pour vous soigner. Et quand vous versez 100 € à une assurance privée, il reste entre 70 et 75 €. Donc on peut comprendre aisément qu'à cotisation égale, on sera moins bien remboursé, ou qu'à prestation égale, on payera beaucoup plus cher. Vous parliez tout à l'heure, docteur Damour, de la médecine de ville. Qu'est-ce que vous entendez par la médecine de ville? Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de la différence entre les cliniques et les hôpitaux. Ça, c'est une excellente question. Donc, ce que j'appelle la médecine de ville, c'est la médecine libérale, c'est-à-dire que c'est les médecins qui sont installés en ville, soit seuls, soit dans des cabinets de groupe. Il y en a également comme moi qui travaillent dans des cliniques, mais si vous voulez, les médecins à l'intérieur des cliniques qui gèrent leur cabinet, donc c'est ce qu'on appelle la médecine libérale. Et donc toutes les études ont montré que la médecine libérale assurait le meilleur rapport coût-efficacité pour le système de santé. Ça assure également une disponibilité qui est bien supérieure aux médecines qui sont prodiguées par exemple par les dispensaires, les dispensaires qui sont en ville. À partir de 18h ou 19h, il y a plus personne. Et donc, en plus, c'est une médecine, les dispensaires, ça coûte extrêmement cher, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des communes, puisque c'est elles qui finançaient les dispensaires, ferment leurs dispensaires parce que sur leur budget, ils sont obligés de rajouter donc 30%, il faut qu'ils financent 30% donc des coûts du dispensaire, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui non seulement est moins efficient, mais qui en plus coûte beaucoup plus cher à la communauté, puisque c'est toujours la communauté qui finit, nous patients qui finissons par financer, que ce soit la sécurité sociale ou les assurances privées, ils vivent de nos cotisations, et les cotisations, c'est nous patients qui les versons. Donc le dispensaire est en voie de disparition. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce-là du gouvernement Macron d'ouvrir vous avez entendu il y a quelques jours. Alors les maisons de santé, non, vous voulez parler. Alors il y a maisons de santé et maisons de santé, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de procéder. Ce qui s'est produit ces temps derniers, c'est qu'il y a pas mal de maisons de santé qui ont été construites sans consulter personne, donc qui ont coûté plusieurs millions d'euros et qui actuellement sont vides.
Et pourquoi ça? C'est-à-dire que ça a été construit, comme on disait, sans aucune concertation avec les professions de santé. Et après, on va chercher les professions de santé. Et donc, ça peut pas marcher. En plus, on leur impose des contraintes extrêmement importantes. Et en revanche, il y a beaucoup de maisons qui ont été construites et qui sont vides actuellement. Donc, ça coûtait plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est de l'argent qui est perdu pour la communauté. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres maisons de santé qui ont été construites donc en concertation avec les médecins, mais également toutes les professions de santé. Et là, dans ce cas-là... Qu'est-ce qu'on appelle une maison de santé? C'est un cabinet de groupe? Oui, c'est un gros cabinet de groupe, c'est-à-dire c'est une structure, c'est un local qui représente une surface importante et qui permet d'accueillir des cabinets libéraux de médecins, enfin avec des médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes, mais ça peut être des infirmières, des kinés, enfin un petit peu toutes les professions médicales ou paramédicales. Ok, mais il n'y a pas de radiologie, il n'y a pas de serologie. Éventuellement, il peut y avoir des radiologues, c'est pas fermé. C'est pas un mini-hôpital quand même. C'est pas un mini-hôpital, c'est une grosse structure où on peut faire beaucoup de choses. En gros, c'est un gros cabinet de groupe. Oui, parce que ce que j'avais cru entendre à la radio, c'est que ça serait pour toutes les pathologies, sauf les pathologies genre cancer et... Alors, c'est-à-dire que ça serait pour un peu vider les hôpitaux, quoi. Alors pour les grosses pathologies comme le cancer, il faut quand même des structures importantes et c'est pour ça que les oncologues en général sont installés soit en clinique, soit à l'hôpital. Alors on avait dit qu'on parlerait de la clinique et de l'hôpital, la différence. Oui, alors faites bien. Voilà. Alors ça c'est une excellente question. Alors le gros problème c'est que ça fait de nombreuses années que les gouvernements, soit de droite ou de gauche, ils mettent des bâtons dans les roues aux cliniques. Alors que les cliniques, déjà, elles assurent 60% de la chirurgie en France. Les assuraient peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé quand même. Alors oui, il y a un problème financier, c'est-à-dire que les cliniques, pour pouvoir survivre, il faut qu'elles aient une grande taille, un grand volume, et les seules cliniques qui ont réussi à pouvoir continuer à exercer, c'est les cliniques qui se sont regroupées. Par exemple, la clinique Claude Bernard où je suis, en réalité, au départ, c'est 3 cliniques qui ont fusionné. Et ensuite, il y a des lits qui ont été rachetés dans d'autres cliniques. En revanche, les petites structures, ça coûte beaucoup trop cher. Et avec les budgets qui sont alloués... Et la mise aux normes. Et la mise aux normes. La mise aux normes, ça coûte extrêmement cher. Il faut savoir que pour les mises aux normes, quand elles sont importantes, ça coûte moins cher de construire carrément une nouvelle clinique plutôt que de prendre un bâtiment un petit peu ancien et vétuste et de faire les travaux qui sont nécessaires à la mise aux normes. Alors, la mise aux normes, c'était surtout pour un accès aux handicapés, on est d'accord? Alors, la mise aux normes, c'est en effet l'accès aux handicapés, mais c'est aussi beaucoup de choses que je connais mal, mais qui sont très techniques et qui coûtent très cher. Alors, c'est vrai que pour l'accès aux handicapés, en général, les cliniques, elles étaient équipées parce que les gens souvent arrivaient en ambulance, donc tout était prévu dans les cliniques, ça pose pas de problème. Le souci, c'est les médecins qui sont installés donc en libéral en ville et quand ils habitent donc des immeubles un petit peu anciens, quand ils exercent dans les étages, s'il n'y a pas d'ascenseur, ça pose un gros problème. Et puis il faut également que l'ascenseur soit adapté parce que par exemple les gens qui sont en fauteuil roulant. Et les toilettes. Voilà, alors les toilettes, je pense que ça, tous les cabinets libéraux sont équipés. Oui, mais vous ne rentrez pas avec un fauteuil. Mais on ne rentre pas, en effet, avec un fauteuil. Donc ça pose de très gros soucis, parce que dans les immeubles anciens, vous ne pouvez pas faire des travaux, vous ne pouvez pas agrandir les ascenseurs, il y a des choses qui sont carrément impossibles. Donc il y a des médecins qui sont obligés de déménager pour pouvoir être aux normes. Il y a une tolérance qui a été qui est adoptée, puisque il y aurait beaucoup de médecins qui seraient obligés carrément de fermer leur cabinet, en sachant qu'on arrive dans une ère de pénurie d'offres de soins, que ce soit les médecins, mais également toutes les professions médicales ou paramédicales. Dans le Val d'Oise où j'exerce, il y a 4 cardiologues qui sont partis à la retraite, et il n'y en a aucun qui ont été remplacés. La rue de Morac, vous devez connaître, oui. Puisque vous êtes à Radio Anguin, voilà. Il y avait 2 cabinets de cardiologues, et dans chaque cabinet, vous aviez 3 cardiologues, ce qui faisait 6 cardiologues dans la rue. Et actuellement, il n'y a plus que 2 cabinets avec un cardiologue dans chaque cabinet, en sachant qu'il y a un des 2 cardiologues qui n'est plus dans cette rue, mais qui a déménagé à quelques centaines de mètres de là. Donc voilà. Donc en gros,
dans cette rue où il y avait 6 cardiologues, actuellement, il n'y a plus que 2 cardiologues qui exercent. Oui, Anguin, c'est vraiment la ville où il y a énormément de professions de santé Tout à fait. Qui sont bien représentées. C'est vrai. C'était la ville un peu des spécialistes, où étaient concentrés voilà. On revient sur le handicap, donc toutes ces cliniques ou tous ces endroits qui sont fermés pour mettre aux normes. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi qui vient de passer là, très récemment, que dans les constructions neuves, il n'y aura que 10% de constructions neuves qui seront adaptées au handicap? Ça paraît un petit peu étonnant parce que il y a une exigence très importante envers les professionnels de santé et il semblerait qu'il y en ait moins donc pour les immeubles dont vous parlez. Alors après, il faut voir un petit peu aussi le nombre d'handicapés qu'il y a en France pour pouvoir s'adapter justement à leurs besoins, à leur niveau de besoin. Oui, mais on ne fait pas une loi avec 2 mesures. Je veux dire, non. C'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est des problèmes très complexes. Voilà. Et puis, il faut s'adapter à chaque situation parce que c'est vrai que... Alors, si c'est des immeubles neufs, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Ben oui, pourquoi ne mettre que 10%? Alors, pourquoi que 10% Ça, il faudrait demander aux responsables politiques. Ils ont peut-être une raison précise. Il doit y avoir une raison de marcher très très vite vers le handicap. Ensuite, on revient sur le financement des cliniques et des hôpitaux. Une clinique, ça coûte beaucoup moins cher quand même. Qu'un hôpital, vous m'avez dit, au niveau de la journée de... Alors voilà, là, je ne vais pas vous parler du coût global, je vous parle du coût de la sécurité sociale. Alors le coût des cliniques, c'est une très bonne question, donc c'est 2 financements qui sont totalement différents, c'est-à-dire que les cliniques, elles appartiennent au privé, en général depuis quelques années, donc c'est des grands groupes financiers, parce que c'est les seuls à pouvoir donc bien gérer les choses, à regrouper donc les petits établissements pour faire de gros établissements. Et donc, les cliniques sont financées par ces grands groupes en sachant qu'il semblerait que les bénéfices retirés par les cliniques sont faibles par rapport à des entreprises normales. Le bénéfice, quand la clinique fonctionne bien, c'est entre 2 et 3%. Et puis, il y en a qui peuvent être déficitaires parfois certaines années. Et puis, l'hôpital, c'est différent. Donc, l'hôpital, le financement, c'est assuré par l'État. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le même patient qui se fait opérer en clinique coûtera beaucoup moins cher à la sécurité sociale que s'il se fait opérer à l'hôpital pour exactement la même pathologie, puisque la facturation est différente. Alors le problème, c'est que justement les facturations sont différentes et on ne peut pas comparer les deux systèmes. Et ce qui serait sain, c'est qu'on arrive justement à un financement qui soit transparent et qu'on puisse comparer. Donc les cliniques, c'est aux frais réels. C'est-à-dire que vous avez par exemple un patient qui vient se faire opérer, qui reste 3 jours à la clinique. Donc on va compter tous les frais réels, c'est-à-dire qu'on va compter le coût de l'intervention, tous les examens qui sont faits, le prix de l'hébergement, et puis à la fin, on fait l'addition, on dit voilà combien ça coûte. À l'hôpital, la facturation, c'est un forfait journalier, c'est-à-dire que par exemple, alors je dis n'importe quoi, mettons que la journée d'hospitalisation en chirurgie soit d'environ 1 000 €, le patient qui reste 3 jours, donc il va coûter 3 000 €, qu'il soit opéré 36 fois, ou qu'il reste dans un lit et qu'on lui fasse rien, de toute façon à la fin ça sera 3 000 €. Donc c'est deux modèles qui ne peuvent pas être comparés, et c'est vrai que ça serait intéressant pour comparer l'efficience des 2 modèles d'avoir le même système sur le plan comptable. Dans ce que j'entends, il y a quand même quelque chose qui est un peu antinomique, c'est que le privé coûterait moins cher que le public. Or, là c'est bien ce que j'ai entendu, le privé coûterait moins cher que le public. Or, il faudrait qu'on reste dans le public, parce que si on va vers le privé, c'est-à-dire vers les mutuelles, les assurances, on va vers le privé. Donc c'est quand même, c'est 2 choses différentes. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Alors il y a 2 choses différentes. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'également, alors l'hôpital, il a également on peut pas tout comparer, puisque l'hôpital, il a aussi une mission donc de formation. Donc par exemple, il y a des internes, mais bon, les internes, leur salaire est quand même très bas par rapport à leurs compétences. C'est des structures beaucoup plus lourdes. Donc en gros, ce qui serait intéressant, c'est que les patients qui ont des pathologies relativement courantes soient plutôt opérés en clinique, puisque apparemment ça coûte quand même beaucoup moins cher au système globalement, puisque en fin de compte les remboursements ils s'effectuent donc par la sécurité sociale et par les mutuelles. Mais la clinique, on est aussi remboursé par la sécurité sociale, il y a une partie de notre prise en charge. Tout à fait. Non, mais c'était pour dire que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir
Est-ce qu'on n'a pas analyser les détruit choses. l'hôpital public pour justement aller vers le privé? C'est ça ma question. Alors donc il y a un gros malaise à l'hôpital public parce que justement ils ont un souci de rentabilité extrême et donc actuellement les personnels soignants subissent de très graves, de très lourdes pressions qui nuit donc à l'ambiance générale et puis le pauvre patient, bon il se trouve baigné dans cette ambiance qui n'est pas, Oui, une ambiance idéale. Oui, Donc, on a eu des cas de gens qu'on oublie dans les couloirs, enfin, voilà. c'est clair. Alors ça c'est une bonne question aussi, ça c'est souvent aux urgences. Alors il y a un gros problème, c'est que les hôpitaux sont complètement submergés par les urgences. Globalement, si vous voulez, quand j'interroge mes patients, ils attendent de très longues heures. Moi, mon père, il y a 2 ans, je l'ai fait hospitaliser donc à côté de Paris. Il a attendu quand même 36 heures sur un brancard avant qu'on lui trouve un lit d'hospitalisation. Et puis les personnels soignants, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont complètement submergés. Et, c'est pas une personne âgée, il ne faut pas la laisser seule, il faut vraiment l'accompagner parce que sinon il la laisse des heures et des heures. Et le problème, c'est que je suis repassé le soir, donc le voir à 21h, donc ils étaient une dizaine de personnes, chaque personne était sur un brancard et ils étaient allongés les uns à côté des autres sur leur brancard, ils s'attendaient. Ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas bu, c'est ce qui m'est arrivé avec mon beau-père. Alors ça peut arriver. Ah oui, bah ça c'est... 90 ans, il est resté en plein mois d'août sans boire et sans manger pendant des heures. Oui, mais ça c'est pas une bonne chose. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème des urgences, donc qui pourrait être... on avait trouvé une solution. C'est-à-dire que le problème, c'est que les urgences sont envahies par des patients qui n'ont rien à faire aux urgences d'un hôpital ou d'une clinique. Vous avez des gens qui ont une angine, qui ont mal à l'épaule depuis une semaine, ils viennent au service des urgences. Et donc il y a un système qui a été expérimenté qui est très bien, c'est-à-dire qu'on met une consultation privée, soit à l'intérieur même de l'hôpital, soit dans un bâtiment qui est juste à côté de l'hôpital et qui reçoit toutes les urgences. Une présélection. Voilà, et c'est exactement ça, c'est une sorte de triage, c'est-à-dire qu'il y a un médecin donc généraliste qui voit les patients, donc le patient qui est dans un état grave qui nécessite une hospitalisation, il l'adresse. C'est déjà un peu comme ça dans les tout de urgences. suite. Et donc ça permettait de faire, comme vous le disiez, le tri. Donc les patients qui avaient réellement besoin de l'hôpital, ils étaient tout de suite dirigés aux urgences de l'hôpital. Et les autres, ils étaient pris en charge par ces médecins qui les examinaient et qui leur faisaient une prescription, une ordonnance. Et donc du coup, tout allait bien, il n'y avait plus d'attente. Le seul problème, c'est que comme on disait tout à l'heure, les hôpitaux, ils ont des contraintes budgétaires. Il faut savoir qu'un patient qui passe aux urgences, son passage aux urgences, sans examen lourd, sans rien, ça rapporte combien? Ça rapporte 250 € par patient. Du coup, comme il y avait un tri qui se faisait avant et que la majorité des patients ne passaient pas par la case urgence de l'hôpital, les hôpitaux donc ne touchaient plus leurs 250 € par personne. Donc ça leur a posé des problèmes budgétaires puisqu'ils ne touchaient plus cette somme. Et donc du coup, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont supprimé cette façon de faire qui était une solution qui était bien à la fois pour les patients et également pour le bien collectif puisque ça faisait faire des économies à la sécurité sociale. Donc ça veut dire que n'importe qui va dans les urgences, de toute façon, c'est le jackpot de 250 €. Alors, disons qu'en effet, l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la T2A, donc l'hôpital touche cette somme. C'est un forfait. Donc c'est vrai que quand on arrive, on ne vous demande rien d'autre que votre carte vitale. Le fait de mettre votre carte vitale dans la boîte, c'est le jackpot de 250 € voilà. Pour l'hôpital. On est d'accord? Tout à fait. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que justement dans la loi de santé, ce qui est complètement incohérent, c'est qu'on veut interdire à SOS Médecins... j'allais en parler. Ah ben voilà. Et au SAMU. Voilà, alors on va en parler aussi. Donc ils veulent interdire donc à SOS Médecins, alors quand je dis SOS Médecins, c'est pour simplifier les choses, c'est-à-dire qu'ils veulent interdire toute visite par un médecin libéral entre minuit et 8h du matin. Et à la place, ils veulent que les patients prennent une ambulance et qu'ils aillent à l'hôpital. Mettre leur petite carte dans les urgences pour rapporter 250 €, on vient de le dire. Voilà. Mais bon, est-ce que alors il y a autre chose, c'est que ce que vous alliez dire, c'est que vous alliez parler justement du SAMU ou des pompiers qui ont pour consigne d'amener les patients à l'hôpital et pas ailleurs, même si c'est contre leur volonté. Et donc le problème, c'est que vous avez des patients, par exemple, qui étaient suivis à la clinique où on exerce, ils demandent à aller chez nous, puisqu'on a tout leur dossier, ils nous connaissent,
Et ben les pompiers leur disent non, c'est pas possible, nous on a des consignes, il faut qu'on vous amène à l'hôpital. Et donc, si ces patients étaient amenés en clinique, ça permettrait également un désengorgement des urgences hospitalières. Il y a quand même quelque chose de très spécial. Moi, j'ai quand même, en regardant ça, j'ai quand même l'impression qu'on détruit l'hôpital, vraiment, pour une nouvelle façon pour faire du privé, quelque part. Alors, donc ça veut dire que quelqu'un qui aura une crise cardiaque chez lui la nuit, ou qui aura un problème grave la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle qui? Il faut appeler le SAMU de toute façon. Là, s'il y a un problème cardiaque grave, si vous voulez, là c'est l'hôpital, ou alors il y a des gros établissements privés qui sont habilités donc à traiter ce genre de problème de cardiologie urgente. Parce que là, il faut que de l'urgence la nuit. Donc il faut être sûr que ce soit une urgence la nuit. Sinon on n'appelle personne. Non, il faut appeler justement le SAMU, puisque vous avez des régulateurs, ce sont des médecins qui posent des questions aux patients. On a eu des beaux exemples aussi. On a eu des exemples, oui, tout à fait. Ils sont complètement débordés, donc on leur impose en plus le fait ça va être une imposition plus grosse, puisque... Alors ça, c'est des régulateurs, si vous voulez, ça se passe au niveau du département, et donc c'est eux qui régulent en fonction des informations qu'ils ont, soit ils envoient le SAMU ou les pompiers, soit ils disent aux patients de patienter jusqu'au lendemain si c'est possible. Ou alors il y a toujours la possibilité de monter dans sa voiture ou d'appeler un taxi et d'aller à l'hôpital. Tout à fait, ou à la clinique si on veut, parce que là personne ne nous impose. Et là c'est 250 €, alors qu'un médecin, une visite de nuit, c'est combien? Alors justement, la visite de nuit, c'est combien? C'est 82,50 €. Ouais. Donc voilà, c'est encore jackpot. Voilà. Alors en sachant que comme on disait tout à l'heure, le passage à l'hôpital, c'est au moins 250 € plus l'ambulance. Donc là, on est dans un budget de 400 €. Au lieu de 82,50 €. Et on se demande pourquoi il y a un trou dans la sécu. Voilà. Et donc, oui, alors pour continuer dans votre sens, non seulement le pauvre patient, plutôt que d'être tranquillement chez lui, examiné par un médecin qui va s'occuper de lui, qui va lui faire une prescription, il va attendre des heures et des heures à l'hôpital, il va risquer d'attraper une infection nosocomiale, puisqu'il y a beaucoup de germes qui traînent. Et puis pour couronner le tout, on l'a dit, ça coûte 400 € au lieu de coûter 82,50 €. Alors je comprends pourquoi cette carte vitale est une carte de crédit, et pourquoi ils s'empressent de nous la prendre dès qu'on arrive quelque part. Je dis ça en rigolant, mais il n'y a rien de drôle dans tout ça. Il n'y a rien de drôle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que vous êtes avec Famille de France aussi. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez essayer de faire là? Alors, justement, donc, on a initié cette fameuse opération carte dévitalisée. Donc, notre devise, c'est ensemble, rénovons notre système de santé. Donc, ensemble, c'est qui? C'est essentiellement les patients, parce qu'on souhaite on demande l'avis, il faut qu'il y ait des représentants des patients qui nous donnent les souhaits des patients, parce que le système de santé, logiquement, il s'adresse avant tout aux patients. Donc la moindre des choses, c'est quand même de leur demander ce qu'ils souhaitent. On veut travailler également avec les représentants de toutes les professions de santé, puisque nous, on est sur le terrain à longueur d'année, on voit ce qui se passe, et on a quand même pas mal d'idées avec les ordres, pour améliorer. Pardon. Avec les ordres. Alors, il y a l'ordre des médecins. On a fait une conférence à laquelle vous étiez présent, avec M. Bizarre, qui est l'économiste de la santé, donc qui fait référence en France depuis quelques années. Donc, il est entre autres le conseiller officiel du Sénat pour la santé. Et je vous rappelle que le Sénat a voté contre cette fameuse loi de santé qui était votée donc par les députés. Il l'a voté contre quand? Alors justement, c'était en décembre 2015 quand mais la loi a été maintenant votée. avec le nouveau gouvernement, tout passe. Donc si le Alors nouveau de toute gouvernement... façon, la loi elle est passée puisqu'elle est votée. Et il faut savoir que elle n'est pas appliquée. Voilà, les sénateurs, ils n'ont qu'un rôle consultatif. C'est-à-dire que s'ils refusent une loi, ça retourne devant les députés, et là, il suffit qu'ils votent la loi, et la loi est adoptée, ce qui est le cas. Mais elle n'est pas appliquée comme vous le dites. Ce qui risque d'arriver en 2019, parce qu'on le sent arriver là, on nous en parle doucement mais sûrement, donc ça risque d'arriver. Alors ça peut nous tomber du jour au lendemain, puisque la loi est votée, il suffit de sortir un décret d'application, et donc il n'y a rien de plus simple. Alors justement, je vous disais que la devise de notre mouvement, c'était ensemble rénovant notre système de santé. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un dialogue qui s'établisse donc entre nos responsables politiques, les représentants des patients, également donc toutes les professions de santé, et puis, comme je vous le disais, travailler avec des économistes de la santé, parce que si on fait des réformes, il faut qu'elles tiennent la route
sur le plan économique. On a également comme partenaire une fédération de mutuelles qui sont très intéressées. On a également une coordination donc, de 17 000 dentistes. Donc il faut savoir qu'en France il y a 40 000 dentistes et qu'il y en a 17 000 qui se sont coordonnés parce qu'actuellement il y a un système low cost qui veut être mis en place par le gouvernement. Et donc ce système low cost, c'est malheureusement aussi un système où c'est des soins de mauvaise qualité, avec notamment des prothèses qui coûtent très peu cher. Le seul problème, c'est que notamment les matériaux utilisés sont extrêmement durs, ce qui fait que quand on les met en bouche, ça abîme les dents d'à côté. Ce qui fait que sur le long terme, si vous voulez, il y aura une dégradation progressive de la mâchoire, enfin des dents. Et donc, si cette loi est mise en place, les patients qui voudront des soins de qualité, ils seront obligés de les financer entièrement par eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'il n'y a que les gens très aisés qui auront les moyens de pouvoir entretenir leurs dents correctement. Oui, mais notre gouvernant nous a dit que les lunettes ne nous coûteraient plus rien. Alors bon, le problème c'est que quand on veut faire du low cost et que ça coûte rien, alors en réalité c'est pas que ça coûte rien puisqu'il y a toujours quelqu'un qui finance derrière, et qui finance derrière, ben c'est nous les patients. Donc même si le patient ne donne pas d'argent directement à l'opticien, derrière il faudra qu'il cotise, donc il financera ce système par ses cotisations. C'est pas le poste le plus important. Qui coûte le plus cher. Ce qui coûte très cher, c'est les dents, parce qu'il y a des soins qui sont lourds et qui ne sont pas pris en charge. Et donc, notamment les soins sur les gencives, c'est des séances qui coûtent extrêmement cher, entre 200 et 400 euros. Et ça, en général, la sécurité sociale ne rembourse pas. Et là, c'est les mutuelles qui remboursent, en général, sur des soins qui coûtent... c'est-à-dire qu'il y a un forfait, il y a ce qu'on appelle un panier de soins. C'est-à-dire que la mutuelle vous dira, voilà, pour vos dents, pour les soins qui ne sont pas remboursés, vous avez le droit à 200 euros par an. En revanche, les soins en général, ils vous coûtent entre 400 et 1000 euros. Donc vous aurez 200 sur cette somme-là. Et puis dès que vous dépassez les 200 euros, ben, c'est à votre charge entièrement. Donc est-ce qu'on a intérêt à prendre une mutuelle ? Alors ça dépend quelle mutuelle. Le gros problème, alors justement, ce qu'on souhaite, c'est que les mutuelles offrent des contrats qui soient comparables. Et donc, on parlait tout à l'heure de Frédéric Bizard qui a fondé un institut qui s'appelle l'Institut Santé. C'est tout récent puisqu'il l'a fondé début avril. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est justement des contrats types où les patients qui sont devenus des consommateurs pourront comparer donc les prestations et les prix des mutuelles. Donc, les prestations, elles seront faciles à comparer puisqu'il y aura différents types de niveaux, mais qui seront les mêmes dans chaque mutuelle. Alors, il y a également le problème des mutuelles pour les salariés, parce que au départ ça semblait une très bonne idée, c'est-à-dire que la mutuelle devenait obligatoire pour les salariés et il y a une partie qui est prise en charge, qui est financée par l'employeur. Le seul problème, c'est que l'employeur n'a pas toujours les moyens d'offrir à ses salariés des mutuelles qui soient très performantes, ce qui veut dire que c'est des mutuelles qui remboursent peu. Et vous avez le cas de patients qui sont atteints de maladies graves, qui ont des revenus qui sont peu importants. En revanche, ils avaient une très bonne mutuelle, ce qui fait ils pouvaient se soigner sans aucun problème, puisque la mutuelle leur remboursait entièrement leurs soins. Et le problème, c'est que une fois que la mutuelle est imposée par l'employeur, le patient il est obligé de changer de mutuelle, il tombe sur une mutuelle qui lui rembourse moins. Donc ce qu'on souhaite, si vous voulez, c'est que pour que les choses soient claires et transparentes, que l'employeur donc verse à l'employé la somme qu'il verse actuellement, donc pour l'employeur ça ne changera rien, et que l'employé donc utilisera donc cette somme pour une mutuelle, mais qu'il choisira. Oui. Et s'il avait déjà une bonne mutuelle, eh bien, il gardera sa bonne mutuelle, et ça évitera donc que des gens qui avaient des maladies lourdes, qui étaient bien remboursées, se retrouvent avec une mauvaise mutuelle, et que là, ils ne soient plus en mesure justement de financer leurs soins, parce que leurs revenus sont faibles. Oui, donc on devrait vraiment arriver avec une couverture sociale à l'américaine, c'est-à-dire vous avez un emploi, vous avez un appartement, vous avez une mutuelle, vous avez tout, vous perdez votre emploi, vous êtes dans la rue finalement. Voilà, tout à fait. Donc il y a eu un scandale d'ailleurs aux USA, ça devait être l'année dernière, il y avait un homme d'affaires très riche qui était en train de faire un infarctus, et il était, je ne sais pas si c'était en clinique ou à l'hôpital, mais enfin ça ne change rien, il était donc derrière les portes de la réanimation, mais on ne voulait pas lui prodiguer de soins tant qu'il n'avait pas sorti sa carte de mutuelle et sa carte de crédit.
Et quand il a fini par la retrouver, donc là, on l'a rentré en réanimation, on s'est occupé de lui. Mais il a failli mourir, et donc ça a fait un scandale c'est un peu, dont on a c'est beaucoup un peu parlé. ce qui se passe, hein, quand on arrive dans les hôpitaux, on ne vous regarde pas, on vous demande votre carte. C'est ce que j'avais dit en rentrant à l'hôpital, on m'a dit oui, mais même si ça allait vraiment pas, on s'occuperait de vous quand même. Mais c'est à se poser la question quand même. Alors, si on va en pas France, en arriver on n'en est pas là parce que, bon, il faut savoir que la carte vitale, c'est pas un instrument de paiement, sauf pour les gens, par exemple, qui sont à la CMU, c'est-à-dire que après, c'est le médecin ou l'établissement. C'est pas vraiment une carte de crédit, mais disons, ça permet. Ah oui, ça, il y a une puce, mais ça, c'est encore différent. Mais disons que, justement, dans la tête des gens, la carte vitale, c'est une carte de paiement, ce qui est absolument faux. Ils s'imaginent qu'en allant à l'hôpital, ils vont rien payer, parce qu'ils donnent leur carte vitale, sauf qu'une semaine après, ils reçoivent une facture, avec le ticket modérateur, c'est-à-dire la partie qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. La CMU, j'espère qu'elle ne sera pas remise en cause, comme le sont tous les... Alors ça dépend comment ça évolue, parce que si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera le mécanisme, c'est un désengagement de la sécurité sociale au profit donc des assurances privées. C'est un dégagement de l'État. Donc on ne sait pas à quelle hauteur. C'est l'État. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, c'est un désengagement de l'État sur le plan financier. En revanche, dans la loi de santé 2015, l'article numéro 1, c'est que l'État a tous les pouvoirs. C'est-à-dire que d'un côté, l'État a tous les pouvoirs, et de l'autre côté, il ignore le financement, il le laisse donc aux financiers. Nous voilà bien. En résumé, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens lambda, citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses. La première chose, c'est déjà de parler de la situation à tous vos proches. En la résumant, qu'est-ce qu'on peut résumer alors ce qu'on peut résumer, si on veut être clair et simple, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de santé 2015 qui est votée, qui actuellement n'est pas appliquée, mais qui peut l'être du jour au lendemain, puisqu'elle est votée, et que cette loi de santé, si elle est mise en place, ça sera une médecine à l'américaine, donc une exclusion des plus modestes des soins. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est d'en parler autour de vous. 2, c'est d'en parler à vos élus, notamment à votre maire, à votre député. Si les députés et les maires reçoivent des dizaines d'électeurs qui leur parlent de ce souci, ils vont se rendre compte qu'il y a quand même un gros problème. Parce qu'il faut savoir que, donc, comme on disait tout à l'heure, notre devise c'est Ensemble rénovons notre système de santé. Donc on a rencontré donc des députés avec nos partenaires, donc ils sont nombreux. On a des partenaires qui représentent donc les Patients et Familles de France, qui est un organisme agréé officiellement pour la santé, qui siège dans les commissions nationales qui prennent des décisions pour la santé. On a également donc 3 syndicats nationaux de médecins libéraux. On a les 17 000 dentistes. Il y a également la FHP, qui est le gros syndicat des cliniques privées. Et donc on a rencontré des députés, et quand on leur a parlé de cette loi de santé, ils ne savaient pas que cette loi de santé existait. Donc la première chose, c'est l'information. Alors nous, pour informer les patients, justement, on a lancé cette opération carte dévitalisée, qui est une fausse carte vitale, au dos de laquelle vous avez des liens pour aller soit sur un site internet, soit sur Facebook, soit sur Twitter, et là vous avez des informations concernant cette loi. Et en parallèle, donc notre mission, c'est de rencontrer donc les politiques pour en parler ensemble, leur faire prendre conscience du danger de cette loi. Et puis on soutient également l'Institut Santé, donc, qui a été fondé par Frédéric Bizard. Et donc cet institut a pour objectif de proposer aux responsables politiques des réformes qui aillent dans le bon sens et qui permettent donc un accès aux soins pour tous, mais un accès aux soins de qualité et également un accès aux soins en pouvant bénéficier donc des nouvelles technologies, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Actuellement, vous avez des molécules qui sont très performantes et nouvelles, mais qui coûtent extrêmement cher, et actuellement, elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc, d'après Frédéric Bizard, qui est un économiste, si on s'organise de façon ad hoc, il n'y aura pas de problème de financement. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on travaille en concertation et qu'il n'y ait pas des lois qui passent comme ça, en catimini, comme ça a été le cas de la loi de santé donc, de 2015, qui a été votée donc en décembre 2015, et c'était au moment donc, des attentats. Et donc, du coup, les journalistes avaient d'autres choses à traiter qui étaient plus urgentes. Et du coup, nous, on avait lancé un grand mouvement le vendredi 13
c'était le 13 novembre. Et bien sûr, on a arrêté ce mouvement puisqu'on avait besoin de nous sur le terrain avec les attentats. Il fallait que les médecins soient disponibles pour pouvoir venir soigner les patients en urgence. Le fait qu'il y ait des nouveaux médicaments qui coûtent très très cher et qui seraient pris en charge par la sécurité sociale, ça va faire. C'est Frédéric Bizard qui lui a commencé à regarder. Mais pourquoi ils sont si chers, je veux dire, génétique, c'est pas... Alors pourquoi ils sont si chers? C'est que ce qui coûte cher, c'est la recherche. Et les médicaments, au départ, ils coûtent très cher parce qu'il faut amortir la recherche. Et puis au bout d'un certain temps, les médicaments baissent parce que justement, la recherche a été amortie. Oui, et on en trouve qui sont plus chers et on laisse tomber ceux qui justement seraient en phase d'être en train de revenir moins cher et de rapporter moins. Alors ce qu'il faut, c'est en effet, là c'est plus le travail des économistes justement pour trouver un système pour qu'on puisse utiliser ces médicaments et voir comment on peut faire au niveau du prix, au niveau du remboursement. Donc là c'est des aspects très techniques et là les médecins ne sont pas c'est un marché, la santé. Compétents. C'est un marché, oui, tout à fait. C'est un marché et c'est vrai que... C'est un marché et aussi il ne faut pas oublier que c'est aussi un moyen de créer des emplois. Et notamment les médecins généralistes avec leur C à 23 € qui est devenu 25 €, ils n'ont plus les moyens donc de s'offrir une secrétaire, ce qui veut dire que ça fait des emplois en moins. Et puis pour les patients, avoir une secrétaire, c'est quand même extrêmement important parce qu'il y a l'accueil qui est beaucoup plus humain. Le médecin est beaucoup plus facilement joignable parce que les médecins qui prennent des secrétariats téléphoniques, ils sont assaillis par les appels et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un qui soit au bout du fil. Donc il y a des pistes à creuser sur le plan économique parce que ça serait en effet créateur d'emplois. Alors donc aussi on parlait de la médecine américaine, il faut savoir quand même que la médecine américaine est la plus chère du monde et que en 2000 l'OMS disait que c'était non seulement la plus chère du monde mais que c'était également la plus mauvaise sur le plan de la qualité des soins. Alors bien sûr il comparait aux pays industrialisés et pour vous donner un ordre d'idée, comme on disait la consultation actuellement du généraliste est passée donc à 25 €. La consultation du généraliste à New York c'est 135 $. Quelqu'un qui a une angine aux USA, entre la consultation et les médicaments, ça lui coûte plusieurs centaines d'euros qui ne sont pratiquement rien remboursés. Donc il faut éviter d'arriver sur ce type de système qui coûte cher et qui est peu performant. Il faut éviter d'être malade. Tout est fait pour, comme c'est un marché, pour que ce marché ne baisse pas. Et c'est ça qui m'embête un peu. Alors justement, dans ce qu'on propose, si vous voulez, dans ce que Frédéric Bizard propose, c'est justement donner une grande part à la prévention. Alors on va résumer. Vous êtes le docteur Jean-François Damour de la clinique Claude Bernard d'Ermont. Et pour en savoir plus, vous tapez sur www.toutattaché-cartedévitalisée.fr. Voilà, donc il faut savoir que notre site a été piraté il y a peu de temps, donc si vous allez sur le site, vous allez trouver pas mal d'informations. Ça veut dire qu'il dérange. Mais sûrement. Et donc là, il faut qu'on le remette en route, donc vous trouverez beaucoup d'éléments intéressants, mais là actuellement, donc il n'est pas encore totalement... On peut aller sur celui de M. Bizard. Alors vous pouvez aussi taper sur le site de M. Bizard, vous tapez Institut de Santé ou vous tapez Frédéric Bizard, vous allez tomber sur son site. On a également donc Facebook, donc les gens qui sont adeptes de Facebook peuvent aller facilement. C'est quoi sur Facebook? C'est Carte Dévitalisée aussi. Donc, Carte Dévitalisée. Voilà. Alors pour le site internet, il n'y a même pas besoin. Aussi. Voilà, sur Twitter, mais là on l'utilise peu pour l'instant. Disons que c'est mis en place, mais on l'utilise peu. Et sur internet, il suffit de taper Carte Dévitalisée, il n'y a pas besoin de faire le W, le FR, on arrive tout de suite, on est en première page et on est en première place, donc c'est facile. Je vous remercie. Docteur Jean-François Damour. Merci à vous de faire connaître notre cause. Donc c'est un mouvement qui est citoyen, qui est apolitique, asyndical. Et donc le but, c'est pas d'être dans l'opposition, mais au contraire dans la concertation, donc avec les responsables politiques, pour ensemble construire un système de santé efficient, humain et accessible à tous. Oui, parce que tout à l'heure vous aviez dit que ça défavoriserait les plus pauvres. Mais je pense que la classe moyenne, de toute façon, elle aura plus la possibilité, sans payer très cher, d'avoir de bons médecins, on est d'accord. Non seulement de bons médecins, mais également des bons médicaments et une prise en charge satisfaisante. Parce qu'il faut quand même garder en tête les 40% d'Américains qui n'ont pas accès aux soins, ce qui est quand même énorme.
Vous allez signer une pétition, vous allez faire Alors justement, il y avait une pétition électronique, mais qui date de plus d'1 an, donc il faut la refaire. Donc là, c'est prévu donc de la remettre à nouveau sur le site. Bon. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'en parler autour de soi, justement pour informer. Cette loi santé de décembre 2015, et surtout donc pour avertir les Français que cette loi, si elle est appliquée, en gros, ça sera une médecine à l'américaine, et ça, les Français, à juste titre, n'en veulent pas. Il y a beaucoup de choses que les Français ne veulent pas, mais qui passent quand même. Oui, je sais bien. Bon, on va essayer, pour une fois, d'être entendus. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir reçu, et puis je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.